Faire plus de tests ne te rend pas plus précis. Ça te donne juste plus de données, souvent inutilisables, souvent contradictoires. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu comprends. Et surtout, dans quel ordre tu comprends. Dans ce nouveau quart d'heure labo, je vais te montrer comment penser un bilan autrement. Pas comme une suite de tests à cocher, mais comme une lecture hiérarchisée du système nerveux. Tu vas découvrir pourquoi la plupart des évaluations sont construites à l'envers, les 4 étapes clés du système d'évaluation RNP, les erreurs les plus fréquentes sur le terrain et comment construire une stratégie fonctionnelle à partir de ce que tu observes réellement. Avant d'aller plus loin, sache qu'on organise un webinaire ce soir à 21h entièrement dédié sur le bilan RNP. Exemple concret, cas réel, réponse à tes questions. Le lien d'inscription est directement dans la description ci-dessous. Tu peux t'y inscrire dès maintenant. Le piège de l'accumulation. Imagine, tu entres dans une pièce remplie d'objets éparpillés. Tu observes, tu notes, tu analyses, mais tu ne sais pas ce que tu recherches. Et surtout, tu ne sais pas par où commencer. C'est exactement ce que font beaucoup de professionnels aujourd'hui. Ils multiplient les tests, ils empilent les données, ils espèrent que la quantité finira par créer de la clarté. Mais à vouloir tout tester, tu finis par ne plus rien dire. Tu observes sans orientation, tu testes sans logique et tu accumules sans stratégie. Un bilan, ce n'est pas une checklist, ce n'est pas une collection d'informations. C'est une lecture, et comme toutes les lectures, ce qui donne du sens, ce n'est pas les mots, c'est la grammaire. La structure, la hiérarchie, le contexte. Le système d'évaluation RNP repose sur une grammaire neurologique. C'est elle qui transforme les données en décisions. Ce qu'est et n'est pas un bilan RNP. Un bilan, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une norme à vérifier, ni une grille à valider. C'est une lecture de disponibilité. Disponible pourquoi? Pour bouger, stabiliser, pour intégrer une information et pour s'adapter. C'est tout. Le rôle d'un bilan n'est pas d'édicter, mais d'orienter une stratégie. Quel étage du système est saturé? Quel étage est encore disponible? Et par où commencer pour créer une vraie marge d'adaptation? Tu ne corriges rien à ce stade. Tu lis l'organisation actuelle du système et tu proposes un point d'entrée cohérent avec cette organisation. C'est pour cette raison qu'on parle ici de système d'évaluation RNP et pas simplement de bilan. Le mot bilan, il est trop réducteur. Il ne prend pas en compte la logique globale du système nerveux. Il faut bien comprendre une chose. Faire un bilan comme on prend une photo, c'est une erreur. Tu captures un instant, mais tu ignores le mouvement, le contexte et l'intention. Un bilan RNP, c'est comme regarder un tableau de bord en temps réel. Tu ne lis pas un chiffre, tu lis un système. Et tu sais que ce chiffre change dès que tu tournes légèrement le volant. C'est une lecture vivante, contextuelle et dynamique. Et elle repose sur l'ordre dans lequel tu analyses. C'est pour ça que les 4 étapes que tu vas découvrir juste après ne sont pas des outils à empiler, mais une logique à suivre, mais surtout à comprendre et intégrer. Et si tu participes ce soir au webinaire, on ira encore plus loin avec des cas concrets pour te montrer comment cette logique s'applique en temps réel et tu comprendras aisément qu'il a été difficile durant ce podcast de présenter ces cas et que ce webinaire d'1 heure est totalement dédié à ça. Les 4 grandes étapes du système d'évaluation RNP. Étape 1, l'anamnèse stratégique. Une véritable évaluation systémique ne commence pas par un test. Elle commence par une discussion structurée et par des questionnaires intelligents. L'objectif n'est pas de récolter ce qui ne va pas, mais de lire les conditions d'organisation du système, ce qu'il tolère, ce qu'il évite et comment il s'adapte au quotidien. On s'appuie ici sur 3 blocs fondamentaux. Habitudes de vie et contexte quotidien pour évaluer le niveau de charge, la qualité de récupération et les capacités de régulation spontanée. En 2, les limitations physiques et repères subjectifs pour repérer ce qui est contourné, évité ou banalisé, mais qui révèle des stratégies de compensation. En 3, historique corporel et trajectoire adaptative pour comprendre ce que le système a dû absorber, encaisser et verrouiller pour continuer à fonctionner. Comme si tu envoyais un premier scan radar, tu ne poses pas encore de test, mais tu décèles des zones de tension, de blocage ou de saturation. Et c'est ce pré-repérage qui oriente toute la suite, il t'indique où regarder et dans quel ordre. Étape 2, l'observation posturale. Tu ne regardes pas une posture pour savoir si elle est bonne, tu l'observes pour comprendre comment le corps gère la gravité, l'équilibre et l'adaptation motrice.
Et surtout, tu gardes en tête une chose essentielle. La posture découle du tonus, et ce tonus est organisé, calibré et régulé par le tronc cérébral. Ce que tu vois en surface est donc le reflet d'un dialogue interne entre les entrées sensorielles, les noyaux moteurs et les systèmes de régulation automatique. Tu commences par observer en statique, avec la verticale, les appuis, les asymétries d'axe, les stratégies d'équilibre. Puis tu passes à la dynamique, souvent par la marche ou des transitions fonctionnelles. Et là, tu poses des questions bien ciblées. Est-ce que le corps anticipe le mouvement ou le suit? Est-ce qu'un bras ne balance pas? Est-ce que les yeux guident ou suivent? Est-ce que le bassin est mobile ou figé? Et est-ce qu'un appui au sol sature trop vite? Tu n'analyses pas pour corriger, tu observes la stratégie en place. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches à comprendre les stratégies de compensation du système. C'est comme observer un animal dans son habitat naturel. Tu ne veux pas savoir s'il est beau, tu veux juste comprendre comment il survit. La posture est une réponse motrice involontaire et le reflet du système nerveux. Elle ne dit pas encore où agir, mais elle te montre où regarder et à quel filtre neurologique. On passe à l'étape 3, la confluence des données. C'est ici que tout converge. Tu ne lis plus des observables isolés, tu croises les informations recueillies en amont. Tu ne fais pas une addition, tu fais une lecture croisée systémique. Comme si tu superposais plusieurs cartes. Une carte topographique, qui est la structure, une carte thermique, les zones actives ou évitées, et une carte des flux, la circulation de l'information nerveuse. Et c'est leur point de regroupement qui t'intéresse, là où les informations s'alignent et révèlent une cohérence fonctionnelle. Tu te poses ainsi des questions clés, avec un filtre neurologique bien précis. Qu'est-ce que l'anamnèse t'a indiqué sur la charge du tronc cérébral? Est-ce que la posture confirme une latéralité dominante ou une instabilité réflexe? Est-ce qu'un réflexe archaïque reste actif malgré le contexte? Et est-ce que la respiration est inhibée sur un étage bien particulier? Expiration verrouillée, blocage du diaphragme, etc. Est-ce qu'un nerf crânien ne joue pas son rôle sensoriel ou moteur dans la calibration de la boucle et des sens? C'est à cette étape que nous procédons aux tests bien spécifiques. Nerf crânien, réflexe archaïque, cervelet, respiration, etc. Ces tests ne sont pas des routines, ils servent à valider ou ajuster une hypothèse fonctionnelle dans une logique descendante et systémique. Tu ne cherches pas une confirmation, tu cherches simplement le point de bascule du système. C'est ce point de convergence entre observation, tonus et régulation qui va t'orienter vers le bon étage à activer. Imagine un enquêteur en train de relier tous les indices d'un tableau. Ce n'est pas l'indice le plus visible qui compte, c'est celui qui revient dans plusieurs couches de lecture. C'est là que tu places ton levier et c'est là que tu passes de l'observation à la stratégie. La quatrième et dernière étape de l'entonnoir d'analyse RNP, la programmation d'entraînement. Tu ne sélectionnes pas un exercice parce qu'il est à la mode. Tu ne choisis pas non plus par affinité personnelle. Tu le choisis en fonction de ce que le système peut réellement intégrer et ce dont il a besoin à cet instant précis. Car toute stimulation sensorielle ou motrice est une question posée au système nerveux. Et c'est la réponse que tu observes, pas l'effet attendu d'un protocole. Tu peux vouloir activer un étage spécifique du tronc cérébral, que ce soit le mésencéphale, le pont ou le bulbe rachidien. Stimuler un sens en lien avec plusieurs réflexes archaïques encore actifs, comme le système vestibulaire par exemple. Stabiliser un étage avant d'exiger une dissociation motrice, ou réorganiser une latéralité ou une dominance sensorielle devenue rigide. Tu n'attends pas un résultat, tu observes un changement de stratégie. Est-ce que le tonus s'ajuste? Est-ce que la marche se fluidifie? Est-ce que la mobilité augmente? Est-ce que la respiration devient plus ample ou plus libre? Est-ce que le stress diminue? Est-ce qu'un test auparavant instable devient fiable? Et c'est cette boucle de réponse qui valide ta stratégie. Pas le test seul, pas l'exercice en soi, mais la cohérence entre ta lecture initiale, ton intervention ciblée et la réaction fonctionnelle du système. Avant de passer sur les erreurs les plus communes vues lors d'un bilan, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. On fait des vidéos de ce type toutes les semaines. Reprenons donc par les erreurs fréquentes à éviter. Même avec une bonne intention, certaines approches peuvent freiner, voire bloquer la progression. Voici 4 erreurs les plus fréquentes à éviter absolument. La première est confondre posture et problème. La posture n'est pas un problème à corriger. C'est une réponse adaptative du système à une contrainte perçue. La corriger sans en comprendre la logique, c'est risquer d'ajouter du bruit à un équilibre déjà fragile. En 2, tester sans logique hiérarchique.
Un test isolé ne dit rien s'il n'est pas replacé dans une chaîne d'organisation. Un réflexe archaïque testé sans calibration préalable du tronc cérébral revient et peut donner un faux positif ou un faux négatif. Tu risques d'interpréter un signal compensatoire comme défaillance primaire. En 3, corriger sans avoir lu. Modifier un pattern sans en comprendre la fonction initiale, c'est intervenir sur une adaptation sans avoir compris ce qu'elle protège. Et ça peut entraîner une régression, une désorganisation, voire une saturation du système. En 4, chercher la norme. Le système nerveux ne vise ni la symétrie, ni la perfection biomécanique. Il vise la stabilité fonctionnelle dans un contexte donné. En imposant un modèle externe, tu passes à côté de la logique interne même du corps. Si tu veux que ton bilan devienne un véritable levier stratégique et pas juste une étape à remplir dans un protocole, alors tu dois apprendre à lire un système. Pas à juger, pas à comparer, à lire avec une méthode et logique. Et pour t'aider à structurer cette lecture, on t'a préparé 30 minutes de formation gratuite à visionner en complément de la conférence de ce soir. Tu retrouveras tout directement dans le lien dans la description. Merci d'avoir écouté. Si tu veux continuer à progresser avec rigueur et clarté, pense à t'abonner. Et surtout, partage cet épisode à un professionnel du mouvement qui a besoin lui aussi de repenser sa manière d'évaluer et d'agir. On se voit ce soir. À la prochaine. Ciao, ciao.